Merci beaucoup. Donc, ce que je vais vous présenter là, ça provient évidemment, enfin, effectivement, de mon expérience au sein de l'Institut Paris Région, qui est une agence qui travaille à l'échelle régionale sur tous les domaines du champ de l'aménagement. Et donc, moi, je travaille sur les questions d'habitat et une partie des travaux que je vais vous présenter ici ont été mis à l'œuvre pendant l'appui qu'on a apporté à l'État et à la région dans l'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, et par ailleurs de tous les travaux que peut produire notre équipe qui comprend 7 ou 8 personnes dédiées à l'observation des conditions de logement et des politiques locales de l'habitat dans la région. Donc, mon propos se tiendra en 3 temps. D'abord, je vais prendre le temps de vous présenter 8 chiffres qui permettent de prendre la mesure des tensions du logement en Île-de-France de manière assez synthétique et pourtant transversale. Dans un deuxième temps, je vous rappellerai les priorités de la planification régionale en matière d'habitat et vous verrez que les objectifs qui sont portés sont assez ambitieux. Et puis ensuite, on s'intéressera davantage au rôle des maires et à la manière dont on peut mettre en œuvre ces ambitions et on reviendra un peu sur la complexité territoriale francilienne. Donc, premier temps, 8 indicateurs pour prendre la mesure des enjeux franciliens et de la tension en matière de logement dans la région. La première diapositive, qui est souvent une diapositive de contexte qu'il faut avoir en tête, parce que sur la question démographique, on croise souvent beaucoup de propos, et donc c'est pas mal que vous commenciez en ayant une culture générale sur ce que c'est que la démographie francilienne, qui est la démographie d'une région métropole et qui ressemble pour beaucoup à celle de toutes les régions métropoles dans leur pays à l'échelle européenne et mondiale. Cette spécificité démographique, elle tient en 3 facteurs qui font les moteurs démographiques: le solde naturel, le solde migratoire avec le reste du pays et le solde migratoire avec le reste du monde. Ce qui caractérise ces régions un peu centrales dans leur pays, c'est souvent un solde naturel très positif, et donc c'est bien le cas en Île-de-France, hein, je vous ai mis les chiffres, on est à 108 000 personnes en plus du fait de la différence entre les naissances et les décès en Île-de-France, donc c'est une région où on fait beaucoup d'enfants, ça va avec le fait qu'on arrive dans la région au moment de la prise de poste, à la fin des études, et qu'on a une sorte de jeunesse un peu des métropoles qui attirent beaucoup de jeunes au sein de leur pays et à l'échelle du monde. Et donc, souvent, les familles se créent en Île-de-France, même si elles n'y restent pas toujours. Ensuite, il y a le solde migratoire avec le reste de la France qui est déficitaire. C'est aussi une caractéristique qui correspond à celle des métropoles mondiales, parce que, comme je vous le décris, il y a pas mal de jeunes qui commencent un parcours en Île-de-France et puis qui repartent dans leur région d'origine. Il y a les gens qui partent au moment de la retraite. Ce solde migratoire est structurel et n'indique pas forcément une fuite des villes qui se serait aggravée depuis le Covid. C'est un élément assez stable, même si on le verra, il y a un peu des changements de régime, j'y reviendrai. Et puis il y a le solde migratoire avec le reste du monde qui fait aussi l'évolution de la population francilienne et qui est souvent favorable puisque les métropoles sont les portes d'entrée des gens qui viennent de l'étranger et souvent des espaces d'installation. Donc avec ces 3 moteurs, l'Île-de-France accueille chaque année une dizaine de milliers de nouveaux habitants et dans les grandes périodes, entre le début des années 90 et les années 2000, ça peut représenter l'équivalent, on avait fait le calcul quand sur 20 ans, on accueille l'équivalent de la ville de Bordeaux ou de Lyon. Enfin, c'est impressionnant la capacité, enfin le nombre de dizaines de milliers de nouveaux habitants que l'Île-de-France doit accueillir. On note cependant que ces moteurs se sont un peu essoufflés, à la fois le solde naturel qui est plus que de 81 000 sur 2020-2023, mais en lien avec le vieillissement à l'échelle du monde, et la région Île-de-France reste une des plus dynamiques en matière de solde naturel à l'échelle européenne. Le solde migratoire avec le reste du pays, qui est aussi un peu plus accentué, en lien aussi avec le développement économique des métropoles régionales, avec peut-être un petit effet euh, de départ des villes, mais pour l'instant, rien ne nous indique que ce soit l'exode urbain dont certains ont fait les titres des journaux à un moment, mais néanmoins, il y a une petite accentuation. On peut voir aussi que c'est qu'il y a moins d'obligation de passer par l'Île-de-France pour faire carrière, avec des opportunités qui se sont diversifiées dans le reste de la France. Et le solde migratoire, lui, qui est un peu en augmentation, et plutôt dans les scénarios un peu hauts qu'on avait prévus, mais moindre que, euh, pardon, mais moindre que ce qui avait pu être pressenti à certaines périodes. C'est pas pour, je ne vous dis pas ça pour dire qu'il y a une forte croissance des flux migratoires, c'est juste qu'ils sont régulièrement positifs et légèrement un peu plus positifs récemment.
Donc ça, c'est pour vous dire, l'Île-de-France, premier facteur à avoir en tête, c'est une région qui accueille une population et qui doit absorber une croissance démographique, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les régions. Et c'est un des facteurs de tension. Deuxième message, diapo suivante, que vous avez tous en tête, c'est l'évolution des prix dans la région qui s'est historiquement déconnectée des revenus depuis le début des années 2000. Alors la courbe que je vous ai mise là, elle n'est pas forcément intuitive, mais on prend en base 100 l'évolution des prix d'acquisition des appartements anciens, l'évolution des loyers et l'évolution du revenu médian des franciliens au regard de l'année 2002. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'au regard de cette année 2002, les prix d'acquisition d'appartements anciens ont augmenté de 162%, les loyers de 71% et les revenus de seulement 37%. Donc on voit cette déconnexion et qui n'est pas corrigée par les petites crises. On voit qu'il y a des moments où les prix se corrigent un peu, mais finalement, jamais structurellement et jamais durablement. Donc on est encore dans cette évolution. La toute période récente commence à montrer un fléchissement des prix, en lien aussi avec les difficultés de production sur lesquelles on reviendra. Mais pour l'instant, on reste à des paliers de prix qui sont très importants. Et si on regarde sur les 20 dernières années, on a maintenant, il faut maintenant plus de 5 ans de revenus immobilisés pour acheter son logement, alors qu'au début des années 2000, on était à 3,5 années du revenu médian en moyenne pour acheter un logement. Donc, on est dans une situation où l'accession à la propriété est de plus en plus réservée aux ménages aisés. Troisième indicateur important, celui de la mobilité résidentielle. Vous avez bien en tête le parcours résidentiel qui fait qu'on prend un premier studio, on s'agrandit, on finit par acheter, enfin on évolue et on bouge dans son logement. Et ces parcours sont relativement entravés, rendus difficiles par la difficulté de quitter le parc social pour accéder, par la difficulté de trouver un logement locatif privé dont on peut supporter le loyer. Tout ça conduit à un recul de la mobilité résidentielle. Alors, j'insiste sur ce point parce que souvent, quand on aborde la question des politiques locales de l'habitat, on va se préoccuper d'objectifs de construction. Et donc, j'aime bien vous rappeler que, en réalité, chaque année, les ménages qui cherchent à se loger vont d'abord se tourner vers le parc existant, puisque en Ile-de-France, il y a de l'ordre de 500 000 emménagements par an. Et même si ce taux a baissé à 10%, ça veut bien dire qu'il y a quand même une part importante de la mobilité qui se joue dans le parc existant. Et puis, je voulais aussi attirer votre attention sur l'importance de ce parc existant en disant, voilà, on pourrait se dire que passer de 11% de ménages qui ont emménagé dans l'année à 10%, ce n'est pas une grosse perte, mais finalement, en termes de nombre de logements libérés, on perd, à chaque fois qu'on perd un point de mobilité, on perd 50 000 logements mis à disposition par an. Et du coup, presque, on absorbe presque l'effet d'une année de construction parce qu'on perd dans l'offre existante. Donc ça, c'est des effets de cliquet qu'il faut avoir en tête. Et puis, on peut aussi souligner que la part des emménagements dans le neuf, qui était de l'ordre de 15% jusque-là, est plutôt à 10% en ce moment. Et donc, il ne faut pas compter sur le neuf pour être le grand facteur de la mobilité. Et les questions de choc d'offres peuvent être un peu discutées au regard de ces éléments quantitatifs que je vous livre. On peut le montrer autrement. Cette baisse de la mobilité, là, les deux courbes que présente ce graphique, c'est le nombre de ménages qui ont emménagé dans l'année par type de logement et par taille de logement. Donc, on a tout en haut, ceux où il y a le moins de mobilité, c'est les propriétaires de 5 pièces. Et on voit que même pour eux, la mobilité a baissé. Et tout en bas, c'est les locataires d'un studio meublé, où on voit que c'est les derniers où la mobilité commence à se jouer désormais. Donc, on voit que dans le temps, la mobilité se réduit partout et en ce moment, les seules surfaces qui ont une certaine mobilité sont les locations meublées de moins de 3 pièces. Voilà. Autre point qu'on peut souligner, c'est que la mobilité dans les grands logements est quasi équivalente en propriété comme en location sociale. Donc, le parc locatif privé, j'attire votre attention sur ce parc, est vraiment central dans la capacité des ménages à dérouler un parcours et à changer de logement. Et ce parc, qui est le quatrième indicateur que je voulais vous présenter, vous avez ça sans doute en tête, est de moins en moins disponible. Donc, je vous ai remis à gauche quelques chiffres pour vraiment rappeler à quel point il est important ce parc locatif privé sur lequel on se penche peut-être pas assez. C'est que 51% des ménages emménagés qui viennent qui sont arrivés dans la région ont recours au locatif privé. 75% des ménages qui arrivent de l'étranger, c'est 51% des ménages qui ont emménagé dans le locatif privé, 75 de ceux qui viennent de l'étranger, 78 de ceux qui viennent d'autres régions, et presque 9 étudiants sur 10 qui ont emménagé récemment se tournent vers ce parc locatif privé. Alors,
sachant que notre donnée sur le locatif privé peut marier un peu des logements, des résidences étudiantes privées, mais néanmoins, il a un vrai rôle pour l'attractivité de l'enseignement supérieur de la région. Et ce parc, ça ne vous aura pas échappé, est capté par pas mal de menaces et de changements d'usage. Le premier sur lequel on a bien sûr beaucoup euh, d'éléments, c'est l'explosion de l'offre de location saisonnière. Vous avez sans doute vu tous les débats que suscite la lutte contre le Airbnb, notamment par la ville de Paris. Et on sait que juste avant les JO, l'offre a vraiment explosé dans la région. On est à 137 000, quelque chose comme ça, locations proposées et près de 60 000 proposées dans des logements qui sont quasiment loués à l'année et qui ne correspondent plus à l'idée de louer en complément de revenus une partie de son logement. Par ailleurs, on voit se multiplier les produits locatifs de court terme qui viennent encore réduire l'offre de résidences principales disponibles dans le parc locatif privé, avec notamment un tissu d'intermédiaires qu'on appelle de relocation, qui s'adresse plutôt aux entreprises qui ont des salariés en mobilité qu'aux particuliers pour des baux de moyen terme pour des missions de salariés en mobilité. Et ça aussi, ça va renchérir l'offre disponible, ça va réduire l'offre que l'on peut louer à l'année vide dans le cadre de la loi 89 du rapport locatif ordinaire. Donc on voit que cette offre, non seulement elle se réduit, mais elle se loue sous des formats qui protègent moins les locataires que par le passé. On voit aussi se multiplier les colocations qui, bon, il y a l'image sympathique de l'auberge espagnole, mais qui quand même pour beaucoup des jeunes actifs, parce qu'on voit que ça concerne de plus en plus les jeunes actifs et pas forcément les étudiants, est une forme d'adaptation à la contrainte. Et puis, on s'inquiète du retrait annoncé des passoires thermiques qui concernent beaucoup le parc locatif privé le plus central et ancien. On estime que plus de la moitié de l'offre locative parisienne est classée E, F ou G. Cinquième indicateur pour vous donner, forcément mes indicateurs sont un peu concentrés, hein, mais donc ils noircissent peut-être le tableau, mais c'est quand même important de se rendre compte de la tension qui existe, c'est les conditions de logement dégradées dans le parc existant. Puisque tout ce que je viens de vous raconter, si on bouge moins, on se serre plus dans un logement qui ne vient pas. Si on n'a pas un loyer qu'on est capable d'absorber ou avec son revenu, on se tourne vers un parc refuge de mauvaise qualité. Donc, en Île-de-France, effectivement, je ne vous ai pas mis tous les indicateurs parce que je voulais faire des diapos très synthétiques, mais on a effectivement un problème de logement indigne, de présence de marchands de sommeil avec une part importante de parcs dégradés. On a des phénomènes importants d'hébergement chez des tiers qui est en forte croissance, c'est-à-dire que parmi les demandeurs du parc social, de plus en plus se déclarent hébergés par des tiers et non pas par la famille. Donc, selon la méthode de la Fondation Abbé Pierre, on aurait 1,3 million de franciliens mal logés en Île-de-France. Et puis, on voit se concentrer des situations de suroccupation qui concernent une part importante de la population. Je vous ai mis un graphique qui présente les pourcentages depuis la sous-occupation très accentuée jusqu'à la suroccupation accentuée par type de parc, en distinguant la location privée vide, la location privée meublée, le total du parc locatif privé et toutes les résidences principales, les propriétaires occupants et le locatif social. On voit qu'il y a un phénomène de sous-occupation chez les propriétaires, mais par ailleurs, dans le locatif privé, les ménages ont tendance à se serrer de plus en plus. Sixième indicateur, qui raconte lui aussi toute une histoire, c'est qu'on est en Île-de-France de plus en plus, on a de plus en plus de ménages qui sont contraints de se tourner vers l'offre sociale pour trouver une solution répondant à leurs revenus et à la taille de leur famille. Et donc, ah oui, là j'ai une petite erreur, c'est plus doublement, mais c'est pas loin. Mais je vous referai, je vous enverrai un PowerPoint corrigé. Mais je vous ai mis l'évolution du nombre de demandeurs de logements sociaux au regard du nombre d'attributions et donc l'indicateur de tension qu'on utilise, qui est le nombre d'attributions par demande. Et donc, on est passé d'une attribution pour 6,4 demandes en 2010 à presque 14 demandes pour une attribution en 2024. On est passé de 406 000 demandeurs en 2010 à 887 000 fin 2024 et le chiffre a encore augmenté en 2025. Donc, on voit bien que pour de plus en plus de ménages, la seule solution, c'est le parc social pour rester à peu près à proximité de son emploi, dans un logement qui correspond à peu près à la taille de sa famille. Le temps d'attente moyen augmente, alors il est en moyenne de 2 ans et 4 mois, mais on a une part de plus en plus importante de demandeurs qui sont en attente depuis plus de 5 ans. On avait près de 22% des demandeurs qui ont déposé un dossier depuis plus de 5 ans en 2024.
Donc, tous ces indicateurs témoignent vraiment de la tension de la demande et des enjeux de logement en général en Île-de-France. Et puis, une petite passage par une lecture un peu plus territoriale. Ces dynamiques nourrissent des tendances à la spécialisation territoriale qui sont aussi accentuées et alimentées par l'interdépendance des territoires franciliens. J'y reviendrai quand on parlera de gouvernance, mais je vous ai mis une carte qui montre la hiérarchisation des marchés immobiliers. Ayez en tête que, alors j'ai pas fait l'exercice, mais je pourrais vous le faire pour le PowerPoint. Si on regarde les prix au mètre carré, on est encore autour de 10 000 euros à Paris. On est autour de 5 000 en petite couronne et de 3 000 en grande couronne. Donc cette hiérarchie d'un marché immobilier qui, par ailleurs, est irrigué par des transports qui rendent possible une très grande diversité de stratégies résidentielles, sont un des éléments importants de l'équation francilienne qui joue très différemment selon les territoires et qui tendent à alimenter la carte que je vous présente ensuite, qui est celle des écarts à la médiane de niveau de vie par unité de consommation en Île-de-France, où on voit un faisceau ouest relativement aisé et de plus en plus sur certaines communes, et une pauvreté qui se concentre dans le nord-est et le sud-est de la métropole, et des niveaux de vie qui tendent à se moyenniser, on va dire, en grande couronne, c'est-à-dire qu'on avait des revenus qui étaient souvent plus faibles que la moyenne en grande couronne, donc il reste encore bleu, mais on voit aussi toute la partie orange des niveaux de vie. Enfin, j'anticipe sur une autre carte, sur les évolutions. Mais là, vous voyez juste en photo les écarts de revenus à la médiane en Île-de-France qui montrent une terre assez contrastée. Une situation régionale qui est couverte par plusieurs documents, dont le premier est le schéma directeur de la région Île-de-France. Alors, je ne vous ai pas fait tout le récap sur ce que c'est que ce schéma, mais je vous ai mis l'essentiel à avoir en tête en matière d'habitat, c'est le maintien. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a une loi qui dit, la loi du Grand Paris, dit qu'en Île-de-France, il faut construire 70 000 logements par an. Je ne sais pas quand cette loi sera abrogée, s'il faudra qu'on construise 70 000 logements par an jusqu'à la fin des temps. Mais pour l'instant, cette loi s'applique sans limite de temps. Donc, il s'agit pour le schéma directeur de proposer une déclinaison de cet objectif. On a donc fait l'exercice avec les équipes démographes de l'Institut d'essayer de voir qu'est-ce que pourrait sous-tendre cet objectif de logement, et on l'a décomposé en trois composants de besoins. Le besoin démographique qui consiste à loger les nouveaux ménages franciliens dont je vous ai parlé. Donc là, on l'estime à 28 000 ménages par an, qui est une moyenne optimiste parce qu'on voit bien qu'en démographie, là, les choses sont en train d'évoluer. Et dans le précédent SDRIF, on était à 35 000 par an. Donc ça vous donne une idée. Le substrat démographique est moins que par le passé l'argument numéro un pour construire. C'est-à-dire, c'est pour loger des nouveaux ménages, oui, il faut continuer à le faire, mais cette partie-là de l'objectif est un peu moindre qu'elle ne le fut. Et on a ajouté un deuxième gros volet d'objectif qui est améliorer les conditions de logement et le cadre de vie des Franciliens en rattrapant le déficit de construction. Ah, vous m'entendez? Vous entendez le grésillement ou pas? Ah, voilà. Améliorer les conditions de logement et le cadre de vie en rattrapant le déficit de construction abordable. C'est-à-dire que cet objectif de 70 000 logements, on ne peut pas complètement laisser faire le marché pour l'obtenir, parce que de toute façon, on n'a pas la solvabilité en face. Donc, il faudrait, pour proposer une offre qui ferait émerger les ménages qui, pour l'instant, ne réussissent pas à se créer. Les jeunes qui restent très longtemps chez leurs parents, les gens qui sont hébergés, les gens qui ne quittent pas des logements trop petits pour eux. Enfin, tous ces ménages qui auraient besoin de trouver d'autres solutions avec des conditions de logement soit sociales, soit d'accession sociale. Et donc, c'est ça, ces 25 000 là, c'est vraiment, ça cible le parc social et abordable. Et puis, il faut aussi compenser la disparition de logements, puisque avec les objectifs d'économie foncière, de sobriété foncière, plus le fait qu'on recycle de l'habitat obsolète, etc., pour construire des logements, on en démolit. Et donc, la partie de logements à démolir, on l'estime à 17 000 logements par an. Ça nous compose notre objectif de 70 000. Et en face de cet objectif de 70 000, il a été dit qu'il fallait produire 2 tiers de logements abordables. Alors oui, en fait, pour loger les nouveaux ménages, oui, on a mutualisé les questions de produits. Donc, 33 000 logements locatifs sociaux, 4 000 en accession sociale à la propriété et 8 000 logements locatifs intermédiaires.
au plus de cet objectif quantitatif, il est précisé qu'il faut mobiliser et rénover le parc existant. Donc, je vous ai fait l'exposé un peu, vous avez en tête les critères qui ont amené à ce que dans cet exercice, plus que la fois précédente, on ait insisté sur le fait que chaque territoire doit penser ses objectifs de construction en les articulant avec une politique de mobilisation du parc existant, trouver des complémentarités et essayer d'être dans cette logique territoriale de sobriété et ne pas perdre par ce qu'on fait dans le neuf, ces efforts, ne pas les perdre avec des effets boomerang dans le parc existant. Et puis par ailleurs, il a été proposé une territorialisation de ces objectifs qui a été, elle, déclinée par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement selon des critères d'emploi, de risque, de transport, de démographie, de qualité environnementale, etc., qui ont produit une territorialisation que vous devez connaître, qui est portée par le SRHH. Et puis, il y a des enjeux d'analyse territoriale, enfin de dynamique territoriale, qui est la carte d'après. Le SDRIF a décliné les objectifs et veut que ces objectifs favorisent à la fois un projet de sobriété foncière et de polycentrisme. Et donc, ce qu'on appelle la morphologie de la région a été repensée et on a défini des types de territoires un peu plus une granulométrie de territoire un petit peu plus fine que dans le SDRIF précédent, avec un hypercentre distinct du cœur et de la couronne qui est en rouge, des villes moyennes, des petites villes, des communes rurales. Et dans chacun de ces espaces, qui sont distingués par des couleurs, on a identifié des polarités sur lesquelles s'appliquent, alors je vous laisserai aller regarder avec vos juristes, mais s'appliquent des règles spécifiques au moment des documents d'urbanisme, notamment en matière de densité, de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Enfin, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont attachés à cette lecture territoriale de la région, avec l'idée d'atteindre des objectifs ZAN à 2050, ZEN zéro émission nette, de favoriser l'économie circulaire. Et l'idée que, tout en construisant 70 000 logements et en répondant aux besoins qui ont été identifiés dans le SDRIF, l'Île-de-France reste à terme un quart urbaine et trois quarts agricole et boisée. Ça, c'est les objectifs du SDRIF. En face de ça, j'ai voulu vous mettre un peu, bah voilà, on a l'objectif et qu'est-ce qu'on a produit. Donc, on a cet objectif de 70 000 logements. Je vous ai mis la courbe de la construction en Île-de-France. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? On peut se dire qu'on a atteint l'objectif quelques fois euh, dans cette période récente, au moment où il y a eu vraiment une dynamique de construction importante. Mais on l'a atteint un peu et on l'atteint de moins en moins. Et de nouveau, la construction, comme partout en France, est en baisse en Île-de-France, voire en chute très accentuée, puisque je vous ai mis les chiffres annuels des logements autorisés. Alors, autorisés, ça ne veut pas dire qu'ils sont mis en chantier, mais c'est les permis de construire. On était à 71 000 en 2021, 77 000 en 2022, 59 000 en 2023, 51 000 en 2024. Donc, on a, comme toute la production, comme toute la promotion, avec les difficultés des promoteurs, avec la crise, avec les difficultés de financement des bailleurs, on a fragilisé la chaîne et qui est très interdépendante. Il faut avoir en tête que les promoteurs ont besoin des bailleurs pour leur acheter une partie de leur production, pour la VFA, pour les bailleurs sociaux s'appuient sur les promoteurs dans leur développement. Donc le monde du logement privé et social sont très interdépendants. Donc quand ça va mal pour un, ça se traduit assez vite pour l'autre. Donc voilà, donc on a atteint les objectifs, mais on a du mal et on est dans un moment un peu compliqué de conjoncture immobilière. En matière de logements sociaux, avec notre objectif de faire 2 tiers de logements abordables, pareil, on a eu atteint des objectifs ambitieux de logements sociaux avec ce pic de 2016 qui est une sorte de point de bascule dont qu'on n'arrive pas à relever. Depuis, la production de logements sociaux est en baisse. Vous avez tous en tête peut-être enfin, les changements de cadre financier qui ont été faits aux bailleurs qui sont de nature à expliquer les difficultés. Les bailleurs ont un peu compensé par des fonds propres pendant un temps, mais là, ils alertent sur le fait que pour eux, ça devient difficile. Il y a eu une étude qu'ils appellent l'étude sur les conditions du macro-organisme francilien, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé si tous les organismes de logements sociaux franciliens n'étaient qu'une entreprise, quelle serait sa solidité financière et comment elle pourrait évoluer. Et au regard des conditions financières qui étaient faites ces dernières années, cette structure globale des producteurs de logements sociaux pourrait atteindre des difficultés économiques très importantes à partir de 2030. Donc il y a une vraie question sur on ne peut pas. À une époque, il y avait l'idée des bailleurs sociaux qui seraient des dodus dormants. Ces dernières années, on leur a fait vraiment sortir de la trésorerie et aujourd'hui, ces organismes peuvent être assez fragilisés. Donc, ils ont du mal à atteindre quantitativement les objectifs. Là, il y a des discussions avec le FNAP, etc. Il y a, dans le débat législatif, l'État propose
Ah, le FNAP, c'est le Fonds national des aides à la pierre, qui essaye de mettre en place des nouveaux prêts. La Caisse des dépôts essaye de financer des choses. Donc, il va peut-être y avoir des améliorations, mais on a connu des années de vaches maigres pour les bailleurs. Et donc ils produisent moins. Et par rapport à la question que vous posiez, monsieur, vous avez dans les trois couleurs des barres qui sont présentées, vous avez le PLAI qui est le parc social le plus social, dont les plafonds de ressources pour y accéder sont les plus faibles. Vous avez ensuite le PLUS qui serait le parc social ordinaire, disons le cœur de cible normalement du parc social. Et vous avez le PLS qui est la partie plus classe moyenne. Et après, au-dessus, il y aurait les logements locatifs intermédiaires qui relèvent d'une autre catégorie. Et on voit que on arrive à être à un objectif d'un tiers de PLAI, mais bon, comme le volume baisse, on baisse les volumes. Mais la partie qui se restrécit, c'est ce que je vous disais, c'est la partie du logement social ordinaire. On arrive à faire du logement très aidé, on arrive à faire du logement un peu intermédiaire parce que les modèles économiques se trouvent un peu, mais on a de plus en plus de mal à faire le cœur de cible qui est le PLUS avec vraiment des questionnements sur l'équilibre de l'offre qu'on produit. Et j'accentue ce propos en mettant à droite un graphique qui compare la répartition des plafonds de ressources et des loyers pratiqués. Parce que le logement social, pour ce qui est du loyer, on peut l'approcher de deux manières. Il y a le loyer tel qu'il est réglementé au regard du prêt dont a bénéficié le bailleur pour le construire, donc qui est ce que je vous ai présenté, PLAI plus PLS. Et puis il y a le loyer pratiqué, qui est la réalité du loyer divisé par la surface du logement. Et c'est avec ça qu'on a regardé, parce que, par exemple, un logement social ordinaire construit dans les années 70 a un loyer qui, aujourd'hui, serait un loyer du logement très social. Donc, il y a le prêt qu'on a eu et il y a le loyer réel. Et donc, on a comparé les plafonds de ressources des demandeurs que vous voyez sur la barre à gauche. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 60% des demandeurs qui, en réalité, relèveraient de l'offre la plus sociale. Ah oui, alors mon graphique, il est un peu troublant parce que les couleurs sont inversées entre les deux graphiques. Je n'avais pas vu ça. Alors, attention, dans le graphique à gauche, plus c'est foncé, plus c'est social. Dans le graphique à droite, plus c'est clair, plus c'est social. Je demanderai à la graphiste de le refaire peut-être pour vous le remettre proprement dedans. Et donc, on voit que la partie de la demande très sociale est largement majoritaire, alors que dans les prêts obtenus, on a un décalage important de ce qui est produit. Et donc ça, c'est les loyers dans l'ensemble du parc existant, donc y compris les anciens logements sociaux, ceux qui sont livrés depuis longtemps. Et la dernière barre à droite, c'est dans ce qu'on a produit récemment. Vous voyez l'écart qui se produit entre le profil de la demande et le profil de la production, et qui n'est pas cynisme de la part des bailleurs, hein, qui est vraiment lié aux conditions de production de logements, aux coûts fonciers en Île-de-France et la difficulté, au regard du cadre financier qui est proposé, de continuer à produire une offre sociale qui soit un peu raccord avec les niveaux de ressources des demandeurs. Euh, autre axe des objectifs, des ambitions du SDRIF, donc se préoccuper du parc existant. Donc là, je vous ai mis, c'est pas en tête, mais on a 6 millions de logements existants. Et si on faisait, ça, c'est si je faisais l'exercice à l'horizon du SDRIF, on aurait 6 millions de logements existants et on aurait 1,2 million logements à construire sur la période. Bon, c'est pour donner une idée visuelle des ordres de grandeur et rappeler que 80% des logements de 2040 existent déjà et qu'on a un gros sujet actuellement. On a vraie question de remobilisation de ce parc, à la fois pour transformer des logements et des bâtis existants obsolètes ou des bureaux dans des localisations où ils ne trouvent plus preneur ou ne correspondent plus au marché du bureau et peut-être les transformer en logement, même si les opérations qui ont lieu montrent que c'est compliqué, coûteux et qu'on ne peut pas produire n'importe quel logement n'importe où. Lutter contre l'habitat dégradé, les marchands de sommeil, engager la rénovation énergétique avec toutes ces difficultés, les stop and go des aides publiques, etc., le coût pour les ménages qui est parfois difficile à rendre. C'est-à-dire que quand vous avez 60 ans, quand vous vous annonce une enveloppe de 30, 40, 80 000 euros sur votre logement, le retour sur investissement n'est pas toujours facile à calculer. Des politiques s'annoncent aussi sur la question de la vacance avec des dispositifs qui sont proposés aux communes pour lutter contre la vacance et le parc inoccupé. Donc, cette question du parc existant, elle est bien dans le scope des politiques publiques. On voit de plus en plus de territoires qui s'y intéressent avec des enjeux qui sont mieux connus et plus pris en compte qu'ils ne l'étaient par le passé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en Île-de-France, les besoins d'intervention et les coûts sont tout de suite massifs. Quand on estime qu'il y a une centaine de milliers de logements indignes en coût foncière, quand souvent le logement indigne, il faut racheter l'immeuble. L'action publique doit racheter l'immeuble. Très vite, les coûts peuvent être très
déroutant et un peu démotivant quand on imagine ce que ça va coûter l'appui aux copropriétés en termes d'argent public, ça peut coûter beaucoup au regard des niveaux de valeur des biens en Île-de-France. Donc voilà, donc on est devant des politiques un peu à inventer qui ont connu une très forte, un très gros renforcement de la boîte à outils ces 20 dernières années, notamment en matière de lutte contre l'habitat indigne, d'accompagnement des copropriétés. Les outils existent, mais ils supposent un certain niveau d'ingénierie et de moyens pour pouvoir se mettre en œuvre. Ensuite, dernier objectif sur lequel j'ai insisté, donc territorialiser les objectifs, ces objectifs ambitieux. Donc, essayer par exemple de recourir à la sobriété foncière. Ce qu'on voit, c'est qu'en Île-de-France, on est déjà une des régions les plus sobres et les plus économes de foncier. Euh, donc là, je vous ai donné quelques chiffres clés. Donc l'Île-de-France, c'est 19% de la population nationale, 30% du PIB, mais seulement 4 à 5% de la consommation d'espace. En Île-de-France, la population augmente 2 fois plus vite que les espaces urbanisés, alors qu'à l'échelle française, les espaces urbanisés augmentent 4 fois plus vite que la population. On a divisé par 4 la consommation d'espace depuis 1990. Et puis, sur la question du logement, alors c'est un peu vieux mes chiffres, mais on a entre 2016 et 2019, 47% des fonciers consommés pour faire des logements étaient en renouvellement densification, 29% en recyclage urbain, 11% en dents creuses et seulement 12% venaient consommer des espaces non urbanisés. Donc on voit qu'on est déjà extrêmement vertueux en Île-de-France en matière de consommation pour produire les logements qu'on a produits. Donc en gros, la conclusion de cette partie, je vais un peu vous déprimer, mais en tout cas, je vais vous galvaniser pour votre débat sur tout ce qu'il y a à faire. Mais en gros, les objectifs qui sont posés, c'est un peu dire qu'il faut qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait, et en plus sans déséquilibrer et sans aggraver les déséquilibres territoriaux. Donc là, je vous ai mis 2 petites images pour illustrer mon propos. Donc, c'est de nouveau la carte des revenus sur le côté gauche, mais cette fois en dynamique. Donc, si vous avez gardé en tête la carte que je vous ai présentée tout à l'heure avec ce faisceau ouest plus valorisé, ce cœur métropolitain un peu plus modeste, là, on voit que ces dynamiques tendent à se creuser dans beaucoup de territoires. Donc, quand la couleur est foncée, c'est que l'écart qui était perçu en plus favorable que le revenu, l'écart s'accroît. Et quand c'est en couleur plus claire, c'est que l'écart se réduit. Donc, on voit qu'il y a des territoires en rouge qui sont au-dessus de la moyenne francilienne dans l'étalement de l'agglomération. On voit les revenus augmenter dans les territoires. Et à l'inverse, dans le cœur d'agglomération, on voit des territoires qui, proches de Paris, etc., on peut peut-être une gentrification, peut-être voilà, une évolution, mais il y en a aussi des territoires où la pauvreté s'intensifie en dynamique. Il faudrait que nos projections, nos objectifs, nos politiques locales n'accélèrent pas ces différentiels. Et par ailleurs, à droite, je vous ai mis un petit calcul fait par nos collègues de l'Agence régionale du climat du pôle environnement de l'Institut, qui compare la part de la population soumise à au moins 3 niveaux de nuisance et de pollution en distinguant les espaces du drift dont je vous ai parlé, donc l'hypercentre, le cœur, la couronne. Et ce qu'on voit, c'est que plus la barre est foncée, plus on a une part importante de la population soumise à de la pollution. Et donc, il faut aussi que les politiques qu'on met en œuvre ne viennent pas aggraver ces autres facteurs qui sont annexes au logement, mais qui sont importants à l'échelle du drift. Je propose de nouveau un temps de questions. Et puis ensuite, Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si personne n'en a, moi j'en ai encore une. Allez-y, monsieur. C'est que donc, tout à l'heure, vous avez parlé des 70 000, de l'objectif des 70 000 logements supplémentaires par an avec les différentes pressions démographiques. Et il y en a une que j'ai pas vue apparaître et dont on parle de temps en temps, c'est le fait qu'avec les séparations, bah, il y a de moins en moins d'habitants par logement. Et ce qui fait que, parce qu'il y a plus de célibataires, et ce qui fait que même à population égale, il faut de plus en plus de logements pour loger le même nombre de personnes. Et donc, est-ce que vous avez tenu compte de ce facteur tout à fait. démographique dans vos statistiques? Alors, tout à fait, je pense que dans les nouveaux ménages, il y a un peu cette idée-là. Et puis après, c'est plutôt dans les déclinaisons aussi par produit. En effet, il y a eu longtemps une résistance, mais j'y reviendrai un peu quand on parlera des élus, mais sur le type de logement à produire.
Mais oui, vous avez raison, mais ça fait un moment que c'est le cas. Et on est un peu. Les cliquets qui ont fait cela n'évoluent plus tellement. C'est-à-dire, il y a eu un moment dans les années 90-2000 où c'était des facteurs sur lesquels on insistait beaucoup pour dire à population égale, il faut. Mais là, la divorcialité en Île-de-France, elle est déjà à 1 sur 2 Bon, depuis très ça longtemps. Enfin, c'est des facteurs s'est qui sont moins stabilisé. évoqués, évoluent moins qu'avant. Mhm. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je n'en vois pas. Je vous propose que Je continue. Donc là, je vais revenir un peu plus sur le rôle des maires et à la complexité de la gouvernance francilienne. Donc, juste un petit cadre. Donc, tout ce que je vous ai décrit là, vous voyez un peu que collectivement, on a une sorte de défi et que la question du logement est vraiment centrale et importante en Île-de-France. Et face à cela, on a un défi de gouvernance et de complexité territoriale qui est propre à la région, mais qui est particulièrement notable en matière de logement. Je vous ai rappelé un peu le nombre d'intercommunalités en Île-de-France en 2025 sur le côté, mais voilà, on a une multiplicité territoriale qui est complexe. On a une construction intercommunale qui était en retard longtemps en Île-de-France et qui finalement est encore assez récente. Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro? Puisque le schéma intercommunal n'a été achevé qu'en 2016 et dans le schéma intercommunal sur lequel l'État a dû un peu insister pour quelques mariages de territoires, on est quand même dans une acculturation encore assez récente de leur périmètre par les territoires, de la coopération intercommunale. Donc on a des niveaux d'intercommunalité qui sont plus ou moins intégrés et qui sont une des complexités de la région. Sachant qu'en plus, on a des intercommunalités qui sont des métropoles à l'échelle de ce qui pourrait se passer ailleurs. Donc, on a aussi des territoires d'importance. Donc, voilà, avoir en tête que l'intercommunalité est une question un peu complexe en Île-de-France. On a ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, de très fortes interdépendances, concurrences entre territoires. Avec le Grand Paris Express, on a encore accentué les interconnexions, diversifié les possibilités de trajectoire résidentielle des ménages, et donc fait que la politique que mène un territoire qui lui appartient, qui est de ses prérogatives, n'est quand même pas complètement étanche de ce qui va se passer dans le territoire voisin, et donc qui complexifie aussi la capacité à proposer des offres et comprendre l'échelle à laquelle elles vont être mobilisées par les habitants finalement. Et donc, il y a des effets de concurrence et d'opportunité qui invitent les territoires à beaucoup de coopération horizontale. On a un enchevêtrement extrême de compétences en matière de logement qui est, en est partout, mais qui en Île-de-France est important. Donc, vous le savez, la région a à sa charge de faire un schéma régional, enfin à sa charge, co-préside avec l'État, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, et donc participe à la politique régionale, en tout cas la définition de la stratégie régionale en matière de logement. Les départements ont toute l'action sociale, y compris la question des plans départementaux de logement des personnes les plus défavorisées. Nous avons la métropole du Grand Paris, nous avons les intercommunalités, les EPT, avec des bouts de compétences qui n'ont quand même pas été extrêmement clarifiés, et donc avec des façons de fonctionner, et ça j'y reviendrai, qui peuvent être très différentes, mais qui font particulièrement une complexité en matière de compétences logement. Des tailles de territoire très importantes et un jeu politique complexe. Et puis, on est tout le temps entre une articulation assez complexe entre des besoins d'équilibre régionaux, parce que c'est une région qui fonctionne comme un bassin d'habitat et d'emploi à grande échelle. Et donc, il y a bien des enjeux d'articuler des équilibres à l'échelle régionale. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que pour que des objectifs puissent se mettre en place localement, il faut qu'ils soient portés par l'échelle locale. Et donc, cette articulation d'échelle, c'est celle dont je vais essayer de vous parler dans la suite de ce propos. Elle est particulièrement importante et difficile en Île-de-France. Avec, je passe à la suite, voilà, un dialogue entre acteurs, un dialogue à différentes échelles sur la question du logement, qui est, et bon, voilà, les aventures des différents documents d'habitat, du PMHH, etc., en témoignent, un sujet qui est à la fois complexe et politique et qui pose vraiment des questions et qui est un vrai enjeu pour que se mettent en place des politiques qui s'articulent entre elles. Mais on a aussi des freins. Voilà, donc j'ai fait un petit peu une liste à l'après-vert, mais pour que vous ayez en tête ce qui fait qu'en ce moment, on est on est devant des obstacles et des difficultés. On a le choc du retrait des finances publiques. Là où on a construit beaucoup, il y avait souvent une vraie mobilisation d'argent public. Et on voit qu'avec le stress qu'il y a actuellement sur l'ensemble des finances publiques, le stress des collectivités sur la dotation dont elles vont pouvoir bénéficier, ça tend à ce que chacun
se replie sur ces différents échelons de compétences obligatoires. Et il y a des collectivités qui intervenaient en matière de logement au regard de l'enjeu et de l'importance de l'enjeu, mais dont ce n'est pas une compétence obligatoire, qui tendent à se resserrer pour des raisons d'économie budgétaire sur ce qu'elles ont à faire du fait de la loi. On voit aussi on a un lien qui s'est un peu distendu entre ressources fiscales et construction, avec la suppression de la taxe d'habitation euh, et la complexité des modes de calcul des dotations. Il n'est pas facile pour un territoire de mesurer ce qu'il gagne à construire, alors qu'il est facile de mesurer ce que ça peut lui coûter en matière d'équipement, d'obligations, etc. Donc il y a un lien peut-être à recréer, ça vient du législatif, mais ça fait partie des choses que nous ont dit les acteurs sur une des difficultés qui s'est ajoutée à la question de la construction. Évidemment, la question foncière, puisqu'on veut être sobre, ça veut dire qu'on remobilise des fonciers déjà à recycler. Donc, on a des problèmes de disponibilité, de coût, puis de raréfaction des opportunités, parce que là, on a beaucoup construit, et j'y reviendrai aussi quand je parlerai des maires, sur des friches, sur des grandes opportunités foncières. Celles-ci vont se raréfier. Comment est-ce qu'on va inventer cette antienne qui dit on va faire la ville sur la ville? Comment on va le faire? Comment on va le faire sans trop renchérir les coûts? Ça va être un gros sujet. J'y suis déjà, enfin, je l'ai déjà dit, mais la question de la fragilisation des opérateurs, bailleurs et promoteurs, qui sont hyper dépendants en ce moment et qui sont fragilisés par la conjoncture, par le cadre le manque d'argent public. Donc, et il y a des effets qui s'enchaînent, puisque cette interdépendance fait que si un va mal, l'autre va mal. Donc, on a des effets cumulés. La complexification et le surenchérissement des opérations, puisqu'on va devoir de plus en plus faire du recyclage, s'inscrire dans un tissu constitué, habité, et du coup devoir négocier avec des habitants qui sont de plus en plus rapides à se mobiliser face à la construction. Ça complexifie aussi la manière de mener les opérations. Et puis tenir compte aussi des aspirations nouvelles des habitants qui sont de plus en plus diversifiées. Avec le télétravail, on attend d'autres choses du logement. Avec la question écologique, on attend d'autres choses de son environnement. Donc on a des attentes renforcées dans un contexte où il n'est pas si facile de mener les opérations. Il va falloir penser comment concilier des choses assez différentes. Si on en vient à la question du maire, parce qu'il y a eu toutes les lois récentes en matière de logement faisaient plutôt le pari de l'intercommunalité pour remonter des compétences. Et finalement, le fait municipal a résisté, bien sûr, premier effet par la détention du permis de construire, mais aussi par le portage du projet local. On voit que au moment de l'élaboration de l'application locale du PLUi, désormais, il y a quand même une co-responsabilité de l'élu et souvent enfin, il n'y a pas d'élaboration de PLUi qui ne tienne pas un peu compte d'un temps d'échange avec le maire à l'échelle des communes. Le maire reste garant des choix budgétaires de la commune et porteur du projet auprès des habitants, au cœur des négociations des majorités politiques, à la tête d'un certain nombre d'opérateurs de la construction et de l'aménagement, ou en tout cas représenté dans les instances d'un certain nombre d'opérateurs qui sont des chevilles ouvrières de la construction. Il reste encore l'interlocuteur des institutions partenaires. Le couple préfet-maire n'est pas du tout mis en sommeil depuis l'intercommunalisation des politiques de l'habitat. Donc on a des logiques un peu triangulaires, mais le maire n'est pas du tout sorti de cette équation. Et puis on a vu dans notre étude, il est en négociation directe avec les promoteurs et les opérateurs et il a une vraie parole qui est écoutée. Mais il est confronté à ces rognages des compétences, au partage de compétences qui prend des configurations différentes selon les cas, aux freins financiers accrus et à une perte d'intéressement du coût de la fiscalité, aux enjeux d'acceptabilité et de gestion des contestations, aux sanctions légales plus ou moins mises en œuvre dans ce qu'il suit ou pas des règles qui s'appliquent et de la complexité foncière. Et puis, il y a cette fameuse question de est-ce que si je construis, je prends un risque pour ma réélection? Pour ça, on a voulu aller vérifier et regarder tout ça avec une enquête qu'on a menée pour pour l'Institut Paris Région sur le titre, c'est le rôle des maires dans l'écosystème local de la construction. Ça nous intéressait beaucoup parce que quand on a mené le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, on a pu voir qu'il y avait des positions assez conflictuelles, on ne peut pas se mentir, entre les préconisations d'objectifs régionaux et les territoires qui disaient soit cet objectif n'est pas pertinent, je ne les reconnais pas, soit cet objectif est très pertinent, mais je n'ai pas les moyens de le mettre en œuvre. Comment on discute? Et voilà, il y a eu des frustrations, des discussions sur quel est le bon dialogue, quelle est la bonne échelle de dialogue et comment on peut faire pour avancer dans le fait que
il y a des instances qui vont poser des regards régionaux et qu'elles vont être repris et incarnés localement par les élus. Donc, on est allé voir pour ça. On a fait une étude en 3 temps. On a d'abord essayé d'identifier des communes bâtisseuses en Île-de-France avec une typologie statistique, hein, combien le nombre de logements construits au regard du stock, le type de logement, la densification, etc. On a regardé les résultats électoraux lors des dernières élections au regard de ces dynamiques, et puis on a mené une enquête qualitative auprès de 7 maires dans 7 départements, et on leur a demandé vraiment très finement comment ils voyaient la question de la construction. On est allé voir tous leurs opérateurs, leurs services, on est allé voir vraiment l'écosystème des acteurs pour demander ce qu'ils disaient de la place des maires dans cette dynamique de construction. Alors, juste un petit temps pour vous expliquer que alors, je viens la diapo suivante, s'il vous plaît. Quand on a regardé, donc, dans notre première étude, on avait trouvé 77 communes hyperdenses qu'on considérait comme bâtisseuses sur les mandats 2008-2020. Et donc, on a regardé. Ah, vous ne voyez pas? Ah ben moi, je la vois, comment c'est possible? Bon, bah, je vais faire vite. Je vais faire vite, je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas grave. On a regardé par classe de la typologie que vous avez, remettez la, voilà, sur cette typologie que vous voyez là, les communes qui sont, je ne me trompe pas de couleur, parce que c'est un des roses. Le rose le plus clair, c'est les communes qui avaient un taux de construction particulièrement important, dont on a regardé les résultats électoraux aux dernières élections. Et ce qu'on voit, c'est que pour les maires qui sont retournés en leur nom, il n'y a vraiment quasi pas d'écart en nombre d'équipes reconduites par rapport aux autres. Il y a quelques cas qui nous ont étonnés de maires battus. On est allé regarder. C'est le maire ne s'est pas représenté en son nom. Il y a eu des dissensions de majorité. Enfin, il y a eu des éléments politiques qui sont difficiles à attribuer au fait que la commune est construite ou pas. C'est un petit peu moins vrai pour une autre classe de communes bâtisseuses un peu moins dense, plus de grande couronne, où là, il y a un pouillème de maires battus en plus que la moyenne. Mais dans le cœur hyper dense, on n'a pas pu constater, on n'a pas pu vérifier le lien entre dynamique de construction et défaite aux élections. Alors, je continue vite parce qu'on me dit que... Du coup, voilà. Donc, on est allé voir les maires. On leur a demandé... On est allé voir des maires bâtisseurs. Ah bah tiens, elle est là, la diapo. C'est juste qu'il y en a une qui s'était glissée entre les deux. Bon, bah voilà. Bah, vous regarderez, mais c'est les pourcentages de maires réélus par type de classe, etc. Mais du coup, je passe à la diapo suivante. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous êtes un maire bâtisseur? Parce qu'on savait qu'ils l'étaient. Enfin, en tout cas, leur commune l'était. On a demandé à des maires dont la commune construit beaucoup, est-ce que vous êtes un maire bâtisseur? Et ils nous ont presque tous répondu, non, non, pas vraiment. C'est pas comme ça que je le dirais, parce qu'il y a une prise de distance avec cette étiquette qui est considérée comme avoir euh, enfin, qui est associée à bétonneur. Donc, on n'est pas bâtisseur parce qu'on ne veut pas être vu comme un bétonneur. En revanche, ils ont tous une vraie posture politique de portage et d'incarnation du projet de construire, avec différents motifs. Certains disent, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, il y a des évolutions urbaines, on est obligé de les accompagner, de proposer une vision, parce que sinon, si on ne le fait pas, c'est d'autres facteurs qui le font, d'autres acteurs qui le font, et ça se passe pas forcément bien. Peser sur la fabrique de la ville et de ses opérateurs, et mobiliser ses ressources propres, essayer de valoriser l'accès à une rivière, le retournement d'un paysage, une histoire locale. Enfin, finalement, la ville, elle n'est jamais figée, et accepter de construire avec un projet local, c'est ça que voulaient nous dire les maires, plus que bâtisseurs ou pas bâtisseurs. Et on a fait une espèce de petite typologie parce qu'on a constaté que, voilà, ce qui nous paraissait intéressant, dans les maires bâtisseurs, ce seraient les maires qui sont dans la catégorie en haut à droite, ceux qui à la fois utilisent tous les leviers qu'ils ont pour encadrer la construction, ils sont assez connaisseurs de la boîte à outils, et ils assument, voire ils initient des projets de construction. Ça, c'est la figure type du modèle de maire bâtisseur. Mais dans les maires des communes qui bâtissent qu'on a vu, certains ne relèvent pas de cette catégorie qui est un peu l'idéal type. On en a quelques figures historiques, mais du maire qui vraiment, enfin, je ne sais pas, je couper un mot, des maires qui portent un projet, qui l'incarnent, j'aurais dû avoir plusieurs exemples, là, voilà, tant pis pour la diversité Mais en tout cas, il y a un profil type de maire actif et qui porte le projet. Mais on a aussi des communes où on pourrait dire le maire bâtisseur, alors qu'en réalité, il n'a pas initié le projet, c'est une opportunité qui s'impose à lui parce qu'il a un quartier, une mutation d'une grande friche, une caserne, l'État qui quitte un grand site et qui se limite à être le garant du droit, mais pour le coup, qui fait sa part, je ne sais pas comment dire, qui ne
qui utilise le droit pour accompagner le projet en s'appuyant sur les opérateurs, mais qui est quand même, en fait, même quand il a l'air comme ça d'être dans une position plus de repli, tous nous disent que son rôle est pivot. Donc, je vais essayer de vous dire pourquoi son rôle est pivot. Là, je vous avais remis un peu dans les entretiens ce qu'ils nous ont dit des facteurs déclencheurs et des intentions des maires quand ils se lancent dans un projet bâtisseur pour leur ville. Alors, il y a des moments clés. Souvent, l'alternance, c'est un moment clé en matière de cycle de construction, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a des revues de projets. Et donc, il y a une forme de second souffle du fait de l'arrivée d'une nouvelle équipe. Souvent, c'est lié à un grand projet urbain ou une infrastructure nouvelle, qui est un argument qui justifie une nouvelle dynamique de construction. La mobilisation de grandes emprises et de friches, qui représente une sorte de mise à l'agenda plus ou moins initiée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus ou moins initiée par le maire, mais qui pose la question de, voilà, j'ai, je sais pas, 5 hectares qui se libèrent, qu'est-ce que je dois faire? Et qui impose une forme de méthode et de prise en main du développement urbain qui est souvent vécu et en tout cas qui nous a été présenté comme par les maires comme très formateur d'avoir à mener le projet de bout en bout. Et puis certains nous ont simplement aussi dit qu'ils n'avaient pas eu le choix parce que les mécanismes de marché allaient le faire sans eux. Et que s'ils voulaient contrôler le tempo de l'évolution urbaine dans des territoires sous pression, ils avaient été obligés de se saisir du sujet pour avoir la main sur ce qui allait se produire. Et puis certains ont, voilà, ont incarné des projets. Donc il y en a pour qui c'est préserver la culture ou l'identité populaire d'une ville ou au contraire transformer cette identité, bâtir et réparer la ville quand il y a parfois on a des héritages urbains qui ne sont pas toujours réussis, redonner une vision urbaine, transformer l'identité de sa ville, son image, sa marque. Bref, il y avait plein d'incarnations des projets. Et puis c'est ce que je vous disais, certains c'était simplement satisfaire aux obligations légales parce que X gare, X centralité avec les obligations. J'ai des objectifs qui sont fixés par l'État. Je fais ma part dans un marché régional de pénurie, mais voilà, j'essaie de le faire de manière juridique, presque par sens de la responsabilité et du droit, mais pas forcément en ajoutant un projet particulier. Les critères, bon, je passe, mais les critères qui sont cités par les maires comme étant des critères de pilotage de leur politique du logement, c'est quel choix je fais en termes d'équilibre logement privé, logement social, quel choix je fais en termes d'équilibre propriétaire-occupant, locataire-investisseur, est-ce que je décide d'encadrer ou pas les prix de sortie? On a vu dans nos territoires, on a vu soit des positions de très fort encadrement du marché, soit au contraire un appui sur les opérateurs. Donc ça, c'est vraiment, il y a des postures qui peuvent être très différentes. Souvent, la taille des logements, je reviens à la question de monsieur tout à l'heure, il y a un petit idéal récurrent de la famille de 4. Et cette famille de 4, elle est de plus en plus rare parce qu'elle n'est pas longtemps dans la vie. Enfin, comment dire? On vit seul, on vit en couple, on revit seul quand on est plus vieux. Enfin, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a 60% des ménages franciliens ou pas loin sont des personnes seules. Donc, il y a un moment, il va falloir quand même se dire qu'il faut penser plus diversement les parcours, qu'on a plus de heurts dans sa trajectoire résidentielle. Je passe vite parce que je vois qu'il est 14 heures. Je voudrais juste aller à ma conclusion alors, parce que je n'ai pas le temps de tout présenter. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit quand on s'est dit tout ça sur les axes pour continuer à produire des logements? L'idée de concilier un modèle de développement plus sobre avec la réponse aux besoins abordables, c'est avec la réponse aux besoins de logements abordables, c'est vraiment de penser les fonciers comme une ressource rare et s'accorder sur ce qui doit être réalisé en priorité. La question de concilier sobriété et modèle économique, je vous enverrai le lien vers une étude d'une collègue qui a travaillé sur comment concilier sobriété et densité et qualité des projets. Et en fait, la construction, c'est aussi une manière d'améliorer la ville. Ce n'est pas qu'une façon de la densifier, c'est aussi une façon d'améliorer la ville. Et il y a des projets de qualité et la question de l'insertion urbaine des projets, de la qualité des projets est centrale désormais, y compris pour le débat avec les habitants. Construire vraiment pour tous les publics. La question de la planification, de l'anticipation est vraiment centrale. Et puis, il y a la question de comment on fait pour redonner l'envie, mais ça, c'est presque une demande aux instances supérieures, mais comment donner l'envie et les moyens aux maires de définir une trajectoire de développement local, parce qu'on voit que quand c'est concerté, quand c'est incarné, il peut y avoir une vraie adhésion à la question de construire localement.